putain. Ça fait des dizaines de kilomètres que je marche. Pour monter jusqu'ici, faire des belles photos, j'en peux plus. Attendez, je reprends mon souffle. Alors, est-ce que tu serais pas un peu en train de nous foutre de notre gueule parce que ta baraque elle est à 50 mètres là. Ah non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il a rien dit, il n'existe pas. Salut. Bon, ok, je l'admets, j'étais pas vraiment perdu puisque mon télescope était posé ici et que moi j'habite juste à côté. Mais peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Je me suis rendu compte, en regardant un petit peu mes dernières vidéos, que j'ai fait 2 tutos sur l'astrophoto et avant ça, les vidéos qui traitaient d'astrophoto, c'était pour vous parler de petites galaxies qui faisaient à peine quelques pixels de large. Bon, c'était intéressant, mais ça fait quand même un certain temps que je vous ai pas présenté de très beaux objets, très colorés, et qui remplissent tout le champ du télescope. Du coup, j'ai installé mon télescope sur la neige et sous les nuages pour explorer la constellation d'Orion sur la neige et sur les nuages. Les 2 premières nuits d'astro que j'ai voulu faire étaient plutôt moyennes, que ce soit en termes de nuages ou en termes de résolution du ciel, avec des turbulences assez importantes. Du coup, j'en ai profité pour remettre l'appareil photo directement sur la monture avec l'objectif de 50 mm, comme j'ai voulu le faire dans cette vidéo, mais cette fois, j'ai pensé à prendre mes moteurs. Du coup, l'idée, ça va être de prendre une image de la constellation d'Orion avec un angle plutôt grand, donc avec un objectif de 50 mm, de voir les objets qu'on va pouvoir y trouver, parce qu'il y en a quand même beaucoup à voir dans cette constellation, puis de zoomer dessus au télescope. Sur ces 2 premières nuits, j'ai fait 59 images avec un temps de pause de 5 minutes et un ISO de 200. Mais comme j'ai déjà eu des demandes sur ce que c'est que l'ISO, je vais faire un petit point rapide. En fait, l'ISO, c'est la sensibilité du capteur, donc si je l'augmente, la luminosité de l'image va augmenter avec. Dit comme ça, en astro, ça pourrait toujours donner envie de le mettre très haut, puisqu'on photographie souvent des objets très sombres. Mais en fait non, et pour vous le prouver, on va faire une petite expérience. Là, je suis à ISO 200. Du coup, le fond de l'image est plutôt très sombre, complètement noir, ce qui est la couleur à laquelle on s'attend qu'il soit. Par contre, moi, je suis aussi sombre et on me voit pas beaucoup. Par contre, si je monte l'ISO et que je me mets à ISO 12000, là, on me voit beaucoup mieux. Par contre, le fond de l'image est plus vraiment noir, il y a des points rouges qui apparaissent et qui disparaissent partout. Et ça s'appelle le bruit et ça vous pourrit une image si vous forcez trop sur l'ISO. Du coup, il faut trouver un juste milieu. Et dans le cas particulier de l'astrophoto, on met en général des ISO assez bas, tout simplement parce qu'on fait des temps de pause plutôt longs, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Et si on met un ISO trop fort, le bruit va s'accumuler au fur et à mesure du temps, et on va juste avoir une bouillie de pixels rouges. Ce sera pas très joli et pas très intéressant. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair. Nous, on va revenir à nos 59 images avec un temps de pause de 5 minutes. Au total, ça fait 5 heures de temps de pause. Ce qui n'est pas énorme en cumulé pour 2 longues nuits d'hiver. Mais en fait, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de difficultés dû au fait que j'ai pas souvent eu l'occasion de faire de l'astrophoto par des températures négatives et encore moins sur de la neige. Du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois de me rendre compte que ma carte s'était bloquée et qu'elle enregistrait plus les images. Et en plus de ça, parce que sinon c'est pas drôle, si vous regardez sur les images qui défilent, vous voyez qu'il y en a quelques-unes qui ont les têtes un peu bizarres. Et bah ça c'est dû au fait qu'il y avait du givre et de la buée sur l'objectif de mon appareil photo, ce qui m'a encore fait perdre quelques images, mais du coup j'ai dû me contenter d'une trentaine d'images pour le traitement final.
La constellation d'Orion est plutôt grande, du coup, même si je vous mets l'image au complet, on ne la voit pas en entier. Pour ça, on va faire un petit tour par Stellarium. L'idée, c'est juste de la montrer à ceux qui ne la connaîtraient pas déjà. Et pour la trouver, c'est simple, vous regardez au sud et vous verrez tout de suite 3 étoiles alignées et très brillantes. En hiver. Si vous la cherchez en été, vous risquez d'avoir de grosses difficultés, sauf si vous habitez au niveau de l'équateur, là elle sera toujours au même endroit toute l'année, à la même heure de la nuit. Et moi il va falloir que j'arrête les digressions, sinon on va vraiment pas s'en sortir. Je vous propose que l'on reprenne mon image et que l'on s'attarde plutôt sur les 2 étoiles les plus brillantes de la constellation. La première et la plus brillante, c'est Rigel. C'est une étoile de type géante bleue, ce qui veut dire qu'elle est très grande et très chaude, car dans le cas des étoiles, et plus généralement dans le cas du rayonnement d'un corps noir, un objet qui émet de la lumière plutôt bleue va être plus chaud qu'un objet qui émet de la lumière blanche ou rouge. Et pour ceux à qui cette histoire de température qui dépend de la couleur paraît étrange, eh ben dites-vous que c'est très proche de ce qui se passe dans un métal quand on le chauffe. Il va d'abord passer par orange, puis jaune, puis blanc, et il ne va jamais arriver jusqu'au bleu, puisqu'à cette température, il se vaporiserait. Et dans le cas de Rigel, sa température de surface est 2 fois plus importante que celle du Soleil. On parle de 11 000 Kelvin. Ou degrés si vous préférez. À ce stade, ça change vraiment plus grand chose. Par contre, faites attention, je parle bien de température de surface, qui est complètement différente de la température interne d'une étoile, puisqu'il faut au moins quelques millions de degrés pour fusionner ne serait-ce que de l'hydrogène en hélium. Ce que toutes les étoiles savent faire, même les étoiles les plus froides et les plus petites comme les naines rouges. Et une deuxième caractéristique importante des étoiles avec leur température, c'est leur diamètre. Et autant 11 000 Kelvin, ça reste une valeur de température qui est relativement appréhendable pour notre petit cerveau de primate, autant pour le diamètre de Rigel, on parle de 100 millions de kilomètres. Et là, je suis désolé, mais c'est impossible de se représenter une telle taille sans une autre référence. Du coup, on va voir les choses un peu différemment. La Terre, la jolie planète bleue sur laquelle on vit, est une boule de roche de 12 000 km de diamètre. Ce qui est déjà pas mal. Et bien, pour les besoins de cette vidéo, on va la ramener à un objet de 0,2 mm de diamètre, soit à peine 4 fois l'épaisseur d'un cheveu. Alors évidemment, c'est beaucoup plus petit que la taille d'un pixel, donc je ne pourrai pas le représenter sur cette image. Mais peu importe. Le Soleil, à cette échelle, est une boule blanche de 22 mm de diamètre, soit la taille d'une pièce de 20 centimes. Ce qui est déjà 109 fois plus grand que les 0,2 mm de la Terre. D'ailleurs, voilà. On va se servir du Soleil comme référence. Du coup, notre étoile est une boule de plasma d'1 400 000 km, qu'on a ramené à la taille d'une pièce de 20 centimes. Et bien, à cette échelle, les 100 millions de kilomètres de Rigel donneraient en taille moi. Donc oui, il y a autant de différence d'échelle entre une pièce de 20 centimes et un être humain d'1m75 qu'entre le Soleil et Rigel. Alors oui, le Soleil est une étoile plutôt insignifiante. Mais le plus drôle, c'est que si je vous parle de Bételgeuse en deuxième, ce n'est pas uniquement parce que c'est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation d'Orion. Non, non, non. En fait, Bételgeuse, c'est une super géante rouge. Autrement dit, si vous m'avez suivi, c'est une étoile qui est plutôt froide. Mais surtout, c'est une étoile en fin de vie. Et les étoiles en fin de vie, ça gonfle. Genre, ça gonfle énormément. Par exemple, le Soleil, dans 5 milliards d'années, devrait gonfler pour aller jusqu'à 250 fois son diamètre actuel. Et au passage, il va engloutir Mercure, Vénus et peut-être même la Terre. Mais l'important à retenir, c'est que la taille maximale que va atteindre une étoile dans la phase finale de sa vie, ça dépend de sa masse initiale. Et dans le cas de Bételgeuse, on parle d'une étoile qui, même avant d'avoir commencé cette phase d'enflement, était bien plus lourde que le Soleil. Et en plus, elle arrivait au terme de son gonflement, donc à sa taille maximale. Et ça fait qu'elle est dans le top 30 des plus grandes étoiles de la Voie lactée. Et si on en revient à notre analogie, avec le Soleil qui a la taille d'une pièce de 20 centimes, eh ben, Rigel aurait une taille qui varie de 20 à 26 mètres de diamètre. Ça dépend des estimations, mais en gros, c'est l'ordre de grandeur de la taille
d'une baleine bleue. Et Rigel fait ma taille. Donc autant vous dire que le Soleil est vraiment une étoile insignifiante à l'échelle d'objets comme Bételgeuse. Alors il y a 2-3 choses à dire sur cette analogie. La première, c'est que les tailles que je vous ai données, ce sont des estimations. Parce que les tailles et distances de Bételgeuse ou Rigel sont très difficiles à estimer parce qu'on sont loin et qu'on n'a pas vraiment de moyen de le mesurer avec une règle, ça marche pas. Donc ce sont des estimations, mais l'ordre de grandeur est là et ça vous donne une idée. Et la deuxième chose à prendre en compte, c'est que j'ai pas parlé de luminosité pour Bételgeuse et Rigel. Parce qu'elles ont toutes les deux des luminosités qui sont des dizaines de milliers de fois plus importantes que le Soleil. Du coup, si j'avais voulu représenter ça de façon réaliste, on aurait vu 2 grosses taches, une bleue, une rouge, et un point blanc qu'on verrait en fait pas du tout, donc ça aurait pas été très intéressant. Mais mis à part ces 2 points de détail, cette analogie fonctionne plutôt bien. Et dites-vous bien une chose, la petite taille du Soleil, c'est ce qui lui vaut sa durée de vie suffisamment longue et stable pour que la vie puisse apparaître sur Terre. En fait, c'est un petit peu paradoxal, mais chez les étoiles, plus vous allez être petit, plus vous allez vivre longtemps. Et ça vient du fait que les étoiles les plus petites sont plus froides que les grandes, du coup elles brûlent leur carburant nucléaire plus lentement, donc elles vivent plus longtemps. Bon voilà, on va arrêter de parler de chiffres qui font mal à la tête. Non, je déconne. Vous voyez Bételgeuse sur mon image. Comme ça, elle a l'air énorme. Mais en fait, ce n'est qu'une illusion due à sa luminosité 100 000 fois plus importante que celle du Soleil. En réalité, son diamètre apparent est 1000 fois plus petit que la taille d'un pixel sur votre image, si vous regardez la vidéo en 1080p. Donc c'est ridiculement petit, alors que je vous le rappelle, on parle d'une des 30 étoiles les plus grandes de la Voie lactée, et qu'elle n'est située que à 650 années-lumière de chez nous, ce qui est énorme à l'échelle d'une étoile, mais très peu à l'échelle d'une galaxie comme la Voie lactée, qui fait 100 000 années-lumière de diamètre. Mais encore une fois, c'est compliqué de se représenter des distances comme ça. Alors du coup, je vous propose une petite expérience de pensée. Mettons qu'on se déplace à 41 milliards de fois la vitesse de la lumière. Alors oui, je sais, c'est encore un grand chiffre, mais celui-là, on s'en fout, oubliez-le. En allant à cette vitesse, voilà le temps qu'il nous faudrait pour rejoindre Bételgeuse. On a mis une demi-seconde à rejoindre Bételgeuse. Donc c'est très peu, et en même temps c'est normal vu la vitesse à laquelle on se déplace. Mais maintenant, je vous propose de traverser la Voie lactée à cette même vitesse. Et voilà, on a mis 1 minute et 17 secondes, contre une demi pour le voyage Soleil-Bételgeuse. Tout ça pour dire que les étoiles, aussi grandes soient-elles, ne sont rien comparées aux galaxies qui en contiennent d'ailleurs des trouzaines de milliards. Par contre, si vous voulez voir un objet qui peut, doucement et avec modération, commencer à être comparé à la taille d'une galaxie, on va aller voir dans cette partie de l'image. Et on peut y retrouver la jolie nébuleuse d'Orion. Elle, contrairement à Bételgeuse, elle n'a pas une taille apparente qui est tronquée par une trop forte luminosité concentrée en un point. Et en plus, elle est située 2 fois plus loin de nous que ne l'est Bételgeuse. Et elle fait entre 60 et 70 pixels de large, contre 1 millième pour Bételgeuse. En fait, Orion est tellement grande qu'il suffirait de l'aligner 19 fois pour remplir l'espace qui sépare le Soleil de Bételgeuse, qui ne sont évidemment pas à l'échelle sur cette image. Avec ses 33 années-lumière de diamètre,
ça en fait un objet avec une taille intermédiaire entre les galaxies et les étoiles. Et ça tombe bien parce que c'est typiquement le genre d'objet qui est très joli à prendre avec un télescope. Parce qu'on va pas se mentir, sur l'image actuelle, c'est juste une bouillie de pixels. Du coup, je vais la prendre avec le télescope de 750 mm. De focale, ce qui fera un zoom 15 fois plus important qu'avec cette image et qui donnera ce champ. Le gros avantage de cette nébuleuse, c'est qu'elle est extrêmement brillante comparée à d'autres objets du même type, comme la nébuleuse du sorcier que j'avais fait dans une autre vidéo. Du coup, pas besoin de faire de très grands temps de pause pour réussir à avoir des images intéressantes avec quelques couleurs et quelques détails. D'ailleurs, c'est un excellent objet pour commencer l'astrophoto si vous n'avez pas peur du froid. Mais de mon côté, je vais quand même faire les temps de pause les plus longs possibles, tout simplement parce que je veux aussi obtenir des détails dans les zones les plus sombres de la nébuleuse. Par contre, si je fais que des longs temps de pause, je vais surexposer les parties les plus claires de l'image, comme on le voit bien au centre de la nébuleuse, et je vais perdre en détail dans ces zones. Du coup, je vais faire comme je l'avais fait pour la vidéo sur Andromède, et je vais combiner les longs temps de pause avec une forte sensibilité, avec des temps de pause bien plus courts et moins de sensibilité. Du coup, je vais avoir des détails dans les zones sombres et les zones claires, donc j'aurai un excellent contraste et une très grande dynamique. Cette image est l'empilement de 100 images avec un temps de pause de 15 secondes et un ISO de 200 qui m'ont notamment permis d'avoir les détails au centre de la nébuleuse avec le fameux trapèze d'Orion qui est complètement cramé sur les autres images qui comprennent 139 images de 45 secondes et 3 images de 1 minute et 45 secondes avec à chaque fois un ISO de 1600 et c'est grâce à ces deux séries que j'ai pu détailler les nuages les plus ténus que l'on peut voir sur l'image finale. Le problème avec cette image, c'est qu'il manque toutes les couleurs de la nébuleuse. En fait, j'ai fait un traitement sous Cyril, et je sais pas pourquoi, mais les couleurs ont complètement disparu. En fait, je soupçonne que c'est la multi-exposition, mais à la limite, peu importe, puisque j'ai fait un autre traitement sous Deep Sky Stacker, où là, les couleurs sont restées. Comme ça, vous aurez une idée des couleurs de ce joli nuage interstellaire. Un détail que j'adore chez l'Orion, c'est cette étoile ici, qui agit comme un spot et qui éclaire le nuage d'atomes en arrière-plan. Il faut bien visualiser que, comme pour Betelgeuse, cette étoile est beaucoup plus petite que la taille d'un pixel sur l'image. Et malgré ça, ce petit point perdu au milieu de l'espace arrive à lui tout seul à éclairer un spot qui s'étend de 3 à 4 années-lumière. Donc elles ont beau être toutes petites, ces étoiles émettent une quantité monstrueuse d'énergie. Et pour vous donner une idée, alors c'est de façon très approximative, c'est vraiment un ordre de grandeur, si jamais l'étoile était ramenée à la taille d'une flamme de briquet, et bien cette flamme de briquet à elle seule serait capable d'éclairer tout Paris intramuros. Donc la fusion thermonucléaire, ça a vraiment beaucoup de pêche. Mais c'est vraiment en ordre de grandeur, parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur Nu Orionis. Bon, assez discuté d'Orion, revenons à notre image grand angle. Sur cette image, il y a deux objets faciles à identifier. Le premier, on vient d'en parler, et le deuxième, il est légèrement plus sombre, mais on le voit quand même bien, et c'est la magnifique nébuleuse de la tête de cheval. Mais on va y revenir juste après. Avant ça, j'aimerais qu'on se penche un peu plus sur les deux autres nébuleuses qui se trouvent dans les pixels de cette image. La première est ici, et on n'en voit qu'une toute petite partie. Alors je vous présente la nébuleuse de Gasper le fantôme. Ouais, c'est pas mal comme nom. On a eu le droit à la nébuleuse du sorcier, qui était un peu bizarre. Maintenant, on a la nébuleuse de Gasper le fantôme. Je vois pas plus de fantômes là que de sorciers dans la nébuleuse d'avant. Mais pour se rattraper, on va aller voir du côté de la quatrième nébuleuse de cette image. Mais pour ça, il va falloir passer en mode bourrinage de contraste. Voilà, alors les connaisseurs vont se demander ce que c'est que cette image complètement irrégulière. En fait, à la base, voilà à quoi ressemblait l'image. Eh oui, merci la pollution lumineuse. Du coup, j'ai fait une extraction de gradient sous Cyril, ce qui m'a permis d'avoir une image beaucoup plus belle, mais avec ces petites irrégularités. Mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est cette partie de l'image. Bon, on est d'accord, c'est complètement bruité et moche, mais si je zoome, vous pouvez voir cette forme ici. Bon, le problème, c'est que l'image est tellement irrégulière que ça pourrait être rien du tout en fait, et je pense pas que j'aurais pu deviner que c'est une nébuleuse si je ne savais pas que la nébuleuse de la tête de la sorcière était là.
À la base, je pensais aussi faire cette nébuleuse au cours des 5 nuits disponibles que je pensais avoir. Mais malheureusement, je me suis fait sucrer une nuit par les nuages. Du coup, je vais plutôt vous montrer une image du site de Richard Galli qui m'a gentiment laissé utiliser ces images. Je le remercie pour ça. Ouais, ça envoie. Et en plus, contrairement aux 2 nébuleuses précédentes, je trouve que elle ressemble vraiment à une tête de sorcière, ce qui la rend d'autant plus belle. Malheureusement pour ces 2 nébuleuses, je n'ai pas eu suffisamment de bonnes nuits pour les photographier. Du coup, revenons à notre tête de cheval. J'ai profité de ma dernière bonne nuit d'astro pour la prendre avec le plus de détails possible. J'aurais bien aimé profiter de la nuit complète et faire 5-6 heures de pause sur cette nébuleuse. Mais malheureusement, au bout de 2 heures, l'obturateur mécanique de mon appareil photo est resté bloqué en mode ouvert. Je sais pas trop pourquoi c'est arrivé, je soupçonne fortement le froid puisqu'il faisait quand même moins 5 degrés. Mais toujours est-il que j'ai dû me contenter de 2 heures de pause de 45 secondes à ISO 1600. Ce qui me fait au total 143 images puisque j'ai aussi dû en supprimer quelques-unes, dont 6 à cause d'un satellite. Alors je sais pas si celui-là est un Starlink, mais dans tous les cas, mon cher Elon Musk, pas la peine d'envoyer des dizaines de milliers de satellites en orbite pour avoir internet, la 4G me suffit largement. Ne nous pourris pas notre ciel, s'il te plaît. Je disais quoi moi déjà? Ah oui, les digressions. Du coup, j'ai profité de ma dernière bonne nuit d'astro pour la prendre avec le plus de détails possible, et voilà l'image que j'ai obtenue. Je dois avouer que je suis très content du résultat. Je ne pensais pas avoir une aussi belle image et j'avais peur que l'étoile située au premier plan me rende genre un quart de l'image complètement surexposée, étant donné que pour la tête de cheval, je n'ai pas fait de la multi-exposition comme pour Orion. Mais finalement, ça va, elle est pas trop cramée, et on voit beaucoup de détails sur l'image, notamment la magnifique tête de cheval, mais aussi la très jolie nébuleuse de la flamme que je trouve incroyable. On dirait vraiment une explosion illuminée de l'intérieur. Ce que ce n'est pas, qu'on soit bien d'accord. Ça, et tout le reste de nuages de gaz, c'est juste un énorme nuage d'atomes qui émettent de la lumière parce qu'ils sont excités par les rayons de haute énergie qui sont émis par les étoiles environnantes, comme ça se voit d'ailleurs très bien là et là. D'ailleurs, c'est exactement la même chose que pour Orion. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Pour les courageux qui sont restés jusqu'ici, parce qu'elle commence à être carrément longue, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous aura intéressé. En tout cas moi, je me laisserai bien geler pour la tournée. Pour ceux qui se demandent pourquoi je suis en pull et que j'ai pas une veste, c'est tout simplement parce que si je la mets, je suis complètement surexposé parce qu'elle réfléchit beaucoup de lumière, donc j'ai été obligé de tourner en pull. Du coup, si je bégayais un peu de temps en temps, je m'excuse parce que je tremble un peu dans tous les sens, parce que je me l'écaille sévère. Et encore ça va, j'ai de la chance. Je tourne pas cette vidéo au même moment que l'intro, qui se passait dans la neige dans les Alpes. Là je suis plus au sud de la France, mais il fait quand même suffisamment froid pour que je me les gèle bien. Je profite de la fin de la vidéo pour remercier Benjamin qui a composé la musique que vous écoutez actuellement. Ce qui fait que maintenant j'ai au moins une musique que je peux utiliser sans l'avoir volée à personne, c'est plutôt plaisant. Et je la trouve très sympa, donc merci à toi Benjamin de m'avoir fait cette musique sympathique. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, bref, chaud les gens, et à la prochaine!